Merci de nous accueillir à l'Arche. C'est un accueil très chaleureux. Oui, je peux vous le confirmer, c'est très chaleureux ici. Peut-être pour le départ, on va préciser certaines choses par rapport à ce que notre approche n'est pas. Ah, oui, oui, oui. Qui parmi vous, il connaît le tarot? Vous pouvez lever la main. Pratiquer ou avoir un jeu. Mais on a des connaisseurs. Bien, c'est bien, c'est bien. Généralement, il a le tarot style Madame Irma. Ça, c'est ce que nous ne sommes pas. Notre tarot à nous, il comporte 3 T. Le tarot, la thérapie, le transpersonnel. Je pense qu'avec ça, on pose un tout petit peu qu'on ne fait surtout pas ni des prédictions, ni on va vous dire si, je sais pas, vous allez être riche. Enfin, on est sûr que la France, elle va être de plus en plus pauvre. Donc, voilà. Donc ça, même si c'est négatif, ça c'est, voilà. Donc, on ne fait pas ce type de travail. C'est une autre approche. Ce que nous avons pu observer, c'est que quand on a face à soi une figure d'autorité, par exemple quelqu'un qui vous lit les cartes, qui connaît les cartes, qui est donc une sorte de maître du destin, on a tendance à lui faire confiance et à se laisser programmer inconsciemment. Donc si quelqu'un vous pose une question, est-ce que je vais trouver un travail ou le grand amour demain, si la personne en qui vous placez votre confiance vous dit oui, ben vous avez tendance à le trouver et donc à dire mais cette personne me l'avait dit et justement je l'ai trouvé. Ou alors si cette personne vous dit non, vous aurez tendance à vous saboter inconsciemment et vous ne le trouverez pas ce travail, vous ne trouverez pas ce grand amour et vous direz aussi que cette figure d'autorité avait raison. Du coup, une autre approche peut se développer qui n'est pas une approche où on vous dit ce qui va arriver. Moi, on ne pense pas que le destin c'est quelque chose d'immuable. Ou alors si ça existe, c'est plutôt une programmation familiale et que le tarot peut nous servir pour nous repérer dans le présent, pour solutionner des problématiques dans le présent. Et dans ce cas-là, nous, on serait plutôt des accompagnateurs. Mais Salvatore va vous en dire quelques mots parce qu'on va vous... L'accompagnateur, oui. Oui. Un de nos approches du tarot, c'est la dimension mythologique, le voyage du héros. Je suis italien et je prends comme référence un italien. Excusez-moi, mais bon. C'est Dante Alighieri. Dante Alighieri, quand il a vu faire son... Excusez-moi, c'est un des plus grands poètes. Hein. Je suis italien. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Et quand il a voulu écrire, quand il a pensé, imaginé sa comédie, il a fait appel au plus grand poète latin, à Virgile. Et donc, pendant tout le parcours, il a été accompagné. D'où notre idée dans le tarot, il a la personne qui va voyager pour son voyage et l'accompagnateur. On est comme Virgile, tiens, c'est bien. Oui. Ouais. C'est-à-dire, si vous voulez accompagner une personne, il s'agit d'être présent, bienveillant, intervenant à certains endroits difficiles, soutenant à certains endroits difficiles, mais laisser la personne faire son chemin, faire son voyage et se servir des cartes pour se clarifier elle-même. Alors là, c'est peut-être un petit peu abstrait, mais on va vous exemplifier un petit peu tout ça. Un autre exemple de l'accompagnateur, c'est dans Le Seigneur Padesano. Il a le héros et il a son Sam qui l'accompagne. Ça, c'est clair pour
pour beaucoup de gens. Donc, c'est Sam qui, à tout instant, il s'occupe de lui, il l'accompagne, il le protège, il fait tout ce qu'il peut. C'est le rôle de l'accompagnateur. Mais ça, c'est un tarot pour, je dirais, pour un voyage de long cours. C'est-à-dire quand on veut entreprendre le voyage de qui on est et de savoir qui on est. C'est pas rien, c'est un long voyage. On vous en parlera après plus. Après, il a aussi une autre approche qu'on fait, c'est la récupération d'âme et la rencontre avec l'enfant intérieur. Il y a des parallèles entre les deux. Oui, oui. On les met ensemble. Quand on aborde le tarot, on l'aborde souvent sous un angle. Ça peut être l'angle psychologique, l'angle spirituel, l'angle symbolique, le travail avec les symboles. Alors, ce qui a été très longtemps à la mode, c'était le tarot jungien. Mais plus nous nous sommes aventurés dans l'exploration du tarot, plus on a ouvert et on a essayé d'inclure ces différentes approches parce qu'elles s'éclairaient mutuellement. Des fois, l'angle psychologique nous aide à voir des vérités difficiles. Des fois, l'angle spirituel nous aide à passer des caps, nous donne une ressource inattendue. Et toutes les perspectives s'éclairent mutuellement. Très souvent, dans ces différentes approches, ça dépend aussi où la personne il est dans son processus de vie. Hein. S'il est au démarrage, qu'il n'a rien fait, qu'il ne connaît rien à quoi que ce soit, c'est sûr qu'à cet instant, le tarot, il a une approche et un abord psychologique. C'est un peu plus simple. On lui demande, on lui pose des questions qui sont un peu plus simples par rapport à lui, à la fratrie, à sa mère, à son père. Et plus la personne avance, hein, et plus on va vers le tarot mythologique. Et on a longtemps cherché un nom parce que tarologue, lecteur de tarot, c'était toujours connoté dans le divinatoire et ça avait très mauvaise presse. Alors on a fini par s'inspirer, Salvatore a pensé aux Argonautes, à cette légende grecque où on traverse la mer et diverses initiations, diverses épreuves pour atteindre la toison d'or, et on s'est trouvé cette appellation de taronaute qui pouvait justement faire écho à ce voyage-là. Et du coup, cette appellation, elle englobait la dimension psychologique, la dimension spirituelle, la dimension mythologique, la notion de guidance intérieure. C'est-à-dire que le tarot, pour nous, est une sorte de guide. Si on reprend le Seigneur des Anneaux, ce serait Gandalf dans le Seigneur des Anneaux. Il nous oriente, il nous aide à trouver notre chemin à des moments cruciaux, et avec une petite touche de magie si possible. On a tous une légende personnelle. Dans le tarot, c'est quelle est la vôtre. Si vous en avez une, on l'a tous. La question, elle devient, suis-je consciente de la mienne? Et souvent, on ne l'est pas. C'est pour ça qu'il a l'autre aspect psychologique qu'on fait travailler. Et enfant antérieur aussi. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, quand vous avez une problématique, quand quelqu'un vient avec une souffrance, une problématique au travail, en amour, souvent elle est vue par le petit bout de la lorgnette, d'un point de vue très négatif, douloureux. C'est quelque chose qui, par exemple, on échoue répétitivement, qu'on remet en scène douloureusement. Et le tarot nous propose, enfin, dans notre optique, nous propose
de prendre au sérieux cet obstacle et d'en faire une épreuve initiatique, et ce exactement sur quoi on a besoin de travailler. Et du coup, ce n'est plus une erreur, un fourvoiement, un échec, c'est exactement ce dont nous avons besoin pour nous réaliser, dans le domaine où nous avons besoin de nous réaliser. Du coup, cette approche-là redonne confiance à la personne et la repositionne d'une façon beaucoup plus profonde. C'est pas de faire du positif avec du négatif, c'est se rendre compte que chaque épreuve est archétypale, arrive à chaque être humain. Chacun de nous, nous avons des épreuves dans les relations amicales, amoureuses. Chacun de nous, nous avons des épreuves avec le fait de gagner de l'argent ou trouver sa voie. Et que le tarot, même si certains ont plus de problèmes que d'autres dans certains domaines, le tarot peut nous aider, nous donner des indications précieuses, des encouragements à certains moments clés. Exemple, dans le recouvrement d'âme, souvent on invite la personne, on part d'une autre idée, on part de l'idée que quand on est enfant, pour de multiples raisons que vous connaissez tous, parce que vous avez tous vécu plus ou moins des situations, on part, c'est que pour continuer à vivre quand on est un petit enfant, on laisse sur les bords de la route des petites parties ou des petites parcelles d'âme. On les laisse. On les laisse là parce qu'on ne peut pas faire autrement. Cette partie-là, elle est blessée. Elle est lâchée là. Elle est très malheureuse. Je vais donner un exemple. Par exemple, si vous êtes un enfant joyeux et que votre famille est très déprimée, à un moment, vous serez complètement en décalage avec votre entourage, comme quelqu'un qui a un fou rire à un enterrement. Il sera demandé, à moins d'être dans un combat permanent, que vous laissiez votre joie de côté. Que vous aussi, vous adoptiez une posture sombre et un peu cassée, et un peu triste, pour faire partie de votre famille. Vous laisserez votre joie de côté. Il a ça, mais réellement, c'est comme dans le petit poussé, vous savez, qu'il met des petites cailloux, tac, 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 et qu'il va retrouver après le chemin. Pour nous, en étant enfant, quand on est petit, on laisse ces parties, ces parcelles, ces petites choses d'âme, là, au coin, gauche à droite, dans le processus. Et c'est grâce à ça qu'on peut survivre. Et on vit. Seulement, ce qui nous a sauvés là, une fois adultes, si on ne fait pas le processus dans notre sens, on ne peut pas les récupérer tous ou toutes, non. Mais si on ne fait pas ce processus d'aller à la rencontre de ces parties-là, on ne pourra pas avancer, on n'avance pas. Et donc là, on est dans la répétition du travail, du mari ou de la femme, qu'on change, qu'on perde, que des maladies, enfin bref, tout ce que vous connaissez. Donc, à cet instant, grâce au tarot, mais soyons honnêtes, nous, on utilise le tarot. D'autres utilisent d'autres approches qui sont aussi valables et autant que le nôtre. Donc, quand je vous parle tarot, bien sûr, c'est notre travail. Mais c'est possible aussi avec d'autres approches. Dans notre approche, c'est l'outil qu'on trouve le plus polyvalent. La récupération d'âme, ça vient plutôt d'une tradition chamanique. Mais le tarot est une sorte de matrice qui peut accueillir beaucoup de choses. Ces cartes sont comme des miroirs de notre intériorité, à différents niveaux.
Du coup, vous pouvez engranger, mettre votre vision du monde, vos idéologies, vos croyances, vos névroses, vos blocages, vos doutes, vos épreuves, tout. Le tarot va tout accueillir et va vous permettre d'y trouver votre fil d'Ariane, de vous y retrouver. Est-ce que votre problème est émotionnel? Est-ce que votre problème est sexuel? Est-ce que votre problème est intellectuel? Est-ce que votre problème est corporel? À quel niveau ça se situe? Le tarot va vous aider à vous clarifier. Et après, vous allez pouvoir utiliser le tarot comme un outil de thérapie transpersonnelle. Et en effet, nous, on l'appelle le tarot thérapie transpersonnelle, TTT, les 3 T. Voilà. Comme les 3 G. Oui. Nous, c'était... C'est pas G. Oui. Voilà. On va voir après un instant où là on parle d'un peu en vrac, hein, parce qu'on passe de l'un à l'autre, mais on vous fera voir après, on va vous faire voir des petits exemples ou des grands, ça dépendra du temps qu'on va avoir pour faire ça et pour vous faire voir un peu quel est notre travail, parce que là on parle des théories, de ce qui nous a formés, de ce qu'on croit, de ce qu'on pose. Mais le tarot, ce qu'il est de formidable, il n'a rien de mieux que de le pratiquer. C'est comme tout, je suis d'accord. Mais le tarot, encore plus. Quand nous avons commencé à étudier, donc nous avons étudié avec Alejandro Jodorowsky, qui lui... Est-ce que vous avez vu Alejandro. L'accent. Ouais. Moi, ça fait 40 ans, je n'y arrive pas. Lui, vous voyez, Alejandro Jodorowsky. Wow. Ça, c'est cher. Ça, c'est pas mal. La fréquentation des Mexicains, oui. Ah. Ça le fait, oui. Ah. Quand nous l'avons rencontré, il avait développé en fait, c'était des psychothérapeutes canadiens qui s'étaient aperçus qu'on pouvait utiliser le tarot de façon thérapeutique. Et lui, il avait rajouté une dimension symbolique, parce que c'est un symboliste hors pair, et des dimensions spirituelles. Et on avait commencé à étudier une sorte de cet outil d'une façon... assez masculine, assez puissante, c'était très fort, c'était très spectaculaire. Et au fil des enseignants que nous avons rencontrés, après nous avons travaillé avec le docteur Richard Moss, on a ajouté des choses à ce que Jodorowsky nous avait transmis pour évoluer vers notre propre façon de pratiquer cet outil. Du coup, par exemple, une dimension féminine s'est ajoutée, une dimension un petit peu moins puissante, un petit peu plus douce, un petit peu plus réceptive. Et au fil du temps, une vision une façon de voir les cartes. Par exemple, nous avons mis dedans le ventre de la baleine. Alors ça, c'est une perspective qu'on a trouvée au bout d'un moment, que traverser les cartes du tarot, de 1 à 21, c'était comme rentrer dans la baleine, traverser le ventre de la baleine et être recraché de l'autre côté. En fait, ça vient, comme vous le savez, on pense, ça vient de Jonas, qui effectivement, et c'est ton image et ton histoire, elle est belle. Elle est claire, enfin, pour nous, elle est claire. Dieu, enfin, il entend une voix et lui dit, va dans telle ville ou dans cette ville, il n'a que du malheur, va et sois le prophète, celui qui apportera la paix, l'amour, etc. Elle lui dit, mais pourquoi moi, là, non, je ne veux pas y aller. C'était une ville en Syrie ou un truc comme ça. Ça craignait un peu. Ouais. Et donc, il fuit, il part à l'opposé. À Ibiza. Il part là, sur un navire,
et le navire, il a une grande tempête, etc. Et puis, les autres marins qui sont là, ils font une espèce de jeu et disent, mais Ils tirent les tarots. pourquoi Dieu, il nous en veut et qu'il nous envoie cette tempête qui est si horrible, qui va nous tuer tous. Et le jeu, il tombe sur lui, Jonas. C'est lui qui l'a tiré les foudres et la vengeance des dieux. On le jette à l'eau. On était dans l'Ancien Testament. On le jette à l'eau. On le jette à l'eau et là, il est avalé par une baleine. C'est formidable. Il y reste 3 jours et 3 nuits. Or, il faut que vous sachiez que la plupart, je ne dirais pas toutes parce que je ne les connais pas toutes, mais la plupart des initiations se font sur 3 jours et 3 nuits. Donc, ce personnage, il n'a pas obéi à sa voix intérieure, il a été à l'opposé, il voulait aller dans une ville où la parole de Dieu, elle ne pouvait pas être entendue. C'est génial. Parce qu'à Ibiza, il y a beaucoup de musique, donc on n'entend pas la parole de Dieu. Donc, il n'y va pas, vu que Dieu est seul, on le jette à l'eau, il entre dans le ventre, et là, il rencontre ce qu'il ne voulait pas voir. C'est-à-dire, il va aller à la rencontre de son processus, de qui il est. Et c'est formidable. Au bout de 3 jours et 3 nuits, il est rejeté sur la plage et il va faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. C'est magnifique. Aujourd'hui, le Seigneur Predesano, c'est notre référence. C'était lequel, là, quand la Gandalf, il va... Bilbo, voilà. Et il a le magicien, l'accompagnateur, notre accompagnateur, le mât. C'était bien, on va parler et on va vous faire voir de plus en plus le tarot, parce que c'est lui notre référence. Et donc, lui, le magicien, il va et il dit, tu as été choisi, tu dois le faire, tu dois venir. Non, je suis bien chez moi, je ne veux pas. Non, tu dois le faire. Bref. Au bout d'un peu de temps, le travail intérieur, il se fait, tu n'es pas bien, tu es si, la culpabilité est là, etc. Et donc, il va et il fait son travail, c'est-à-dire aller à la rencontre de soi. Et là, on fait un super parallèle avec Dante. C'est que Dante, lui, le premier, a souligné que pour parvenir au paradis, il fallait passer par les souterrains des enfers. Et c'est donc le premier, avant Jung, qui a parlé de rencontrer son ombre. Avant Jung. Avant Jung. Sûr que Jung, il n'en a pas parlé. Attends, laisse-moi regarder sur Wikipédia. Mais, c'est lui le premier qui a mis en avant la nécessité de rencontrer ses diables, c'est-à-dire toute la première partie de la série de cartes, avant de pouvoir rencontrer véritablement le paradis, c'est-à-dire un bien-être réellement ancré, réellement branché sur le monde réel, et non pas une pensée positive ou un environnement protégé. Ça, c'est vous, c'est nous. C'est le héros. C'est le héros. Notre ami Bilbo, ou notre ami Jason, si on est dans les Argonautes, ou notre ami Jonas. Ou Dante. Ou Dante. Lui, c'est celui qui se met en route. Il a un choix entre soit faire le prestidigitateur, hein, faire gala-gala, parce que ça, il fait bien. Un des exemples que je prends, je ne sais pas, on est tous des Parisiens ou presque, enfin, pas moi, mais vous. Et quand on va au puce, il a toujours sur le marché un type avec un carton, une caisse, un truc, et qu'il a 3D, 3 trucs, qui fait ça, ça, ça.
Et qu'on croit qu'on peut, il y en a qui mettent de l'argent, etc., parce qu'ils croient qu'ils peuvent. Bon, on n'y arrive pas, parce que lui, c'est un professionnel. Et lui, c'est ça. Soit c'est ça, et il se prend en main de cette façon-là. Il passera toute sa vie à faire de la prestidigitation. C'est-à-dire que ça correspond quand des personnes viennent nous voir dans les animations qu'on fait dans les bars, ça correspond à quelqu'un qui va sortir toutes ses défenses, ou ses accomplissements, ou ses blagues, ou son intelligence même, parfois sa culture. Mais c'est pas là qu'il y a quelque chose de fertile et d'intéressant pour passer nos épreuves. Et on connaît tous cette maxime, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Voilà, c'est cette rencontre-là qui se fait dans ce jeu-là. Alors, soyons honnêtes, et ça c'est notre vision à nous. On n'est pas seul. Dans les élèves ou anciens élèves comme moi de Peugeot, il y en a plein qui ont cette vision et d'autres pas. C'est comme ça. C'est la nôtre, c'est-à-dire le maître, le battleur. La rencontre des deux, il met en route un processus. Alors après, là, ça, ce serait notre représentation de la baleine, c'est-à-dire de l'entrée dans la baleine. Symboliquement, la papesse, c'est la gardienne du temple. Et le temple serait cette baleine qui serait composée d'une série de cartes qui nous permettrait d'explorer différentes dimensions psychologiques autour de nos diables, autour de nos peurs, autour de nos ombres, autour de nos souffrances. De tout ce qu'on a mis sur le tapis, hein, ce qu'on ne peut pas les voir. Donc dans la perspective du recouvrement d'âme, c'était qu'on avait laissé de côté un bout de notre âme. Dans une perspective plus psychologique d'un travail avec l'enfant intérieur, c'est d'aller recontacter son enfant intérieur. Que ceux qui y voient des parallèles soient confortés qu'il y en a peut-être. Dans les temples grecs, il avait écrit ça. Dans le frontispice. Le frontispice, sur le fronton. Oui. Qu'est-ce qu'il avait écrit? Que autant que tu entres, laisse toute expérience, parce qu'une fois que tu passeras cette porte, elle, c'est la gardienne, et c'est elle qui nous dit si on peut entrer. Bien sûr, elle va dire oui, parce qu'on peut entrer, mais elle nous met à l'épreuve. Si réellement notre désir, notre envie, c'est pas « oui, bah, je suis passé, il y avait de la lumière, je suis entré ». Non, c'est un vrai oui, hein, parce que c'est un vrai oui qu'elle a besoin d'entendre pour nous faire passer et entrer dans ce que nous, on appelait le ventre de la baleine. C'est-à-dire qu'une fois passé la porte, il faudra assumer, un petit peu comme si vous alliez voir un film qui envoie. Donc, il peut y avoir des avant-goûts, mais cette traversée du ventre de la baleine, cette traversée de notre ombre, elle nous secoue tous, puisque l'ombre, c'est la partie de notre inconscient avec laquelle nous sommes mal à l'aise. Elle diffère pour différentes personnes. Pour certaines personnes, ça va être notre partie instinctive. Pour d'autres, ça va être notre émotionnel, notre vulnérabilité. Chacun a par rapport à sa culture, à son environnement familial, a cette part de son inconscient avec laquelle elle ou il est mal à l'aise. Très souvent, une des meilleures façons de voir, parce qu'on dit, mais attends, mon ombre, elle est où? C'est quoi? Je commence par où? Oh, c'est très simple. La première personne que vous rencontrez, homme ou femme, vous le voyez. Et si vous commencez à dire, il est moche, il est vieux, il est ci, il est ça, dites-vous,
seulement qu'à cet instant, l'autre il vous sert de miroir et vous êtes en train de parler de vous, de ce que vous portez en vous, de ce que nous portons en nous et qu'on ne peut pas voir. On ne peut pas, à cet instant. Tout le processus, c'est d'apprendre et faire avec et d'entrer dans une danse, dans un mouvement où on va prendre en main toute cette partie de nous-mêmes que pour des multiples raisons, on n'a pas pu rencontrer. Alors il y a des miroirs, alors on pense souvent aux miroirs, on va dire, négatifs, une personne qu'on n'aime pas, qu'on ne peut pas voir en peinture quand on a tous quelqu'un qui nous gratte un peu le poil qui passe à la télévision, mais il y a aussi des miroirs positifs, c'est-à-dire on peut idéaliser une personne et se dire cette personne-là, je ne pourrai jamais être à son niveau, elle est incroyable, elle est merveilleuse, c'est un magicien, c'est une magicienne, elle est intelligente, il est créatif, moi pas. Mais en réalité, si vous le voyez, c'est que vous l'avez. Si vous ne l'aviez pas, vous ne pourriez pas le voir à l'extérieur. Oui, mais le piège est là. C'est un piège énorme. Souvent, on donne aux autres notre autorité. Et plus on la met et on la donne dans artistes de télé et de cinéma, moi j'ai rien contre, hein. Ils sont là, ils jouent un jeu, les pauvres, ils sont happés par tout ça, mais plus nous, tous ensemble, plus on donne à l'autre, la vie est simple, c'est une addition ou une soustraction. Si j'ai 100, je lui donne 80 à l'autre, j'en ai plus en moi. C'est si simple que ça. Donc tout le processus à cet instant, c'est que je prends conscience que plutôt que de le lui donner à elle, ou à toi, ou à un autre, non, c'est à moi. Je veux bien le partager, mais plus vous le donnez à l'autre, l'autorité, la créativité, tout ce que vous voulez, ça veut dire que vous n'en avez pas en vous. Et tout le processus, et là, on vient aux femmes, hein, elle commence par une femme. C'est une femme atypique, donc le tarot, parce qu'il a une pomme d'Adam, mince. On l'a jeté par la porte, il est rentré par la fenêtre, Adam. Il a une pomme d'Adam là. Donc, ça veut dire que oui, c'est une femme, l'impératrice, mais c'est aussi un homme. Et il nous renseigne aussi du but ultime. Je ne vous le dirai pas là, mais je vous le dirai après, le but ultime. Mais si je dis femme et homme, vous comprenez bien que le but ultime, c'est les mettre ensemble. Voilà. Et donc, c'est le travail de l'impératrice. Et là, on commence à entrer dans les archétypes. Alors là, il y a plusieurs fils qui se dessinent. Là, ce dont Salvatore vous parle, c'est ce fil mythologique, cette exploration du ventre de la baleine. Le tarot comme outil permet, par exemple, de se refléter. Les cartes vont agir comme des petits miroirs ou des grands miroirs de notre intériorité. Et à la différence d'une personne sur laquelle vous allez projeter des choses, par exemple, Jamel, il est drôle, mais moi, beaucoup moins que Jamel, les cartes, on va les connaître. Les cartes, on va les connaître. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Jamel ? C'était sur les projections. Les cartes, on va les connaître, et du coup, quand quelqu'un va sortir une carte, va piocher une carte, il ou elle va se refléter dedans. Alors, par exemple, si la personne tire la carte de la justice et nous dit eh ben oui, tout le temps, il m'arrive des situations injustes. Alors nous, on sait ce que signifie la justice. C'est plutôt, parce que c'est la seule carte qui regarde en face dans le tarot, c'est plutôt poser un regard juste, considérer avec justesse, voir avec justesse les choses. Et du coup, quand la personne va dire « oui, mais ça me confirme bien que dans ma vie, il ne se passe que des situations injustes », ce qu'elle va projeter là-dedans, ce sont
des situations d'injustice de sa vie qui ont donné des perspectives biaisées, qui lui font reproduire des situations d'injustice inconsciemment, et que nous allons pouvoir travailler avec l'aide de cette carte. Parce que nous, on va connaître le symbolisme qui est derrière. Et avec l'ensemble des cartes, parce que les cartes ont un symbolisme cohérent, il y a par exemple une suite numérotée, les cartes se répondent entre elles. Par exemple, l'empereur et l'impératrice forment un couple. Le pape et la papesse aussi. Voilà. Donc les cartes vont se répondre entre elles et vont s'allier entre elles pour aider la personne à sortir, par exemple, de sa blessure d'injustice. Il a aussi un autre aspect dans le 3, l'impératrice, l'empereur. C'est là on parle du corps, de notre corps. Hein? C'est notre aspect corporel. Et c'est important, surtout nous ici en Europe ou en Occident, on a beaucoup de mal à utiliser et à faire vivre par notre corps. Donc, ces deux cartes, elles nous rappellent que le premier pas à faire dans un processus, c'est de s'occuper de notre corps, de le ressentir, de le contacter, de le danser, de l'aimer, de l'amener le plus loin qu'on peut. Autant plus, soyons honnêtes, on peut acheter tout ce qu'on veut, mais de corps, on en a un seul. Après, on revient, si on revient, je vous laisse ça, mais si on en a un, une fois qu'il n'est plus là, excusez-moi, voilà, je vous laisse. Donc, l'importance de ces deux arcanes, de l'impératrice et l'empereur, elle est évidente. Dans le même temps, l'une et l'autre, ils nous parlent du voyage et du processus à faire. Et on a besoin de notre corps, bien sûr. À l'époque de la Grèce, hein, les héros, enfin avant qu'ils deviennent héros, hein, oh là là, la personne, généralement c'était un jeune, un prince, ou quelqu'un qui avait un projet, style Christophe Colomb, exemple, mais à l'époque grecque. Il avait un projet de créer un nouveau commerce, une nouvelle chose, ou trouver des nouvelles idées pour la communauté, pour le village et tout. Et avant de partir, il allait voir l'ancien, le roi, le sage, et il lui demandait sa bénédiction. Aujourd'hui, nous, on n'est plus dans cette... on ne fait plus ça. En plus, on n'a plus rien qui nous rattache à la lignée de nos ancêtres, etc. Il a le bac encore, mais bon, c'est pas... Mais bon, on l'a encore, donc c'est bien. Et donc, à cette époque-là, on allait voir cette personne-là et on lui demandait la bénédiction, l'autorisation qui nous permettent de dire « va, tu as ma bénédiction ». Dans une perspective psychologique, souvent quand quelqu'un va avoir des difficultés à réaliser des choses matériellement, à se réaliser, c'est parce qu'elle n'a pas reçu la bénédiction ou la reconnaissance de son père. Reconnaissance, c'est un mot-clé, oui. La reconnaissance de notre père nous permet de reconnaître nos propres qualités. Sinon, on ne s'en aperçoit pas que nous les avons. Nous en sommes inconscients. Nous ne savons pas, même si c'est évident pour tous ceux qui nous entourent, que nous avons les capacités, le potentiel et les talents de réaliser ce qui nous ferait plaisir. Et quand nous sommes reconnus par cette carte, alors du coup, par exemple, si cette carte est piochée par la personne, on pourra travailler autour de cette dimension de reconnaissance, sur la dimension d'être reconnu, d'être vu, d'explorer de quoi la personne est consciente en elle-même, de ses caractéristiques personnelles, de ses qualités personnelles. Cette carte, elle est importante sur un autre aspect aussi.
dans le même sens, c'est que souvent, les pères, pour des raisons multiples, ils ne donnent pas l'autorisation à leurs enfants de le dépasser. Que ce soit fils ou fille, hein, c'est l'un et l'autre. Et le père, c'est la loi. Et pour l'enfant, s'il n'a pas l'autorisation de faire mieux que papa, il se trouvera après dans des blocages énormes, etc., etc. Et toute une vie durant, il va être là à quémander aux autres. Une miette de reconnaissance, et souvent la personne va se trouver des figures paternelles qui ne le reconnaissent pas. Et la personne va courir après cette reconnaissance, mais elle s'est choisie spécifiquement une figure paternelle qui ne la reconnaîtra pas. Un patron, un manager, un partenaire. Quand je dis un homme, mais ça peut être aussi une femme, et c'est la rencontre entre l'un et l'autre. Hein. Ce n'était pas une question de sexe. C'est juste, on va demander à celui ou à celle que tu es sûr qu'il ne va pas te le donner. Ah, tu vas tout droit. Non. Ben, c'est comme ça. Mais sachez que c'est nous qu'on provoque ça. C'est nous qu'on recherche et on revient toujours sur la même chose. Alors ça pourrait paraître que nous sommes mal fabriqués, non, légèrement confus, mais en réalité, notre inconscient a choisi cette personne-là, l'a embauchée pour le job qu'il fallait, c'est-à-dire que le couple que vous allez faire, le travail que vous allez choisir, les gens avec qui vous allez travailler vont vous amener vers vos blessures ou vers vos déficiences ou vers vos manques à un moment et après un grand espoir de votre part que cette fois-ci, ce ne sera pas pareil. Et du coup, ça nous ramène profondément à nous-mêmes et non pas à combler nos vides depuis l'extérieur. On s'était dit, avec ce partenaire-là, c'est sûr, je n'aurai pas besoin de ça et ça et ça, mais justement, il se révèle ou elle se révèle être celle qui nous ramène vers ce besoin carencé, vers ce manque particulier. Et il n'y a pas que le besoin de reconnaissance, il y en a quelques autres. Non, tout est là. Et du coup, c'est l'opportunité pour nous de revenir vers notre être et de revenir vers cette zone vers laquelle nous ne serions pas allés par nous-mêmes, de revenir vers cette zone que nous avions fui, ce que nous avions laissé sur le bord de la route, la partie que nous avions abandonnée pour pouvoir avancer. Ne croyez pas, c'est une des parties les plus difficiles, qu'il soit sur le voyage du héros, le recouvrement d'âme ou l'enfant intérieur, quand on arrive, quand on touche cette partie-là, quand on arrive à la contacter. C'est pour ça qu'on utilise la danse, la transe, parce qu'on a besoin de étourdir un peu notre pensée, de la mettre un peu soit en tilt, soit de côté pour que quelque chose d'autre puisse émerger. Et quand on arrive à la contacter, souvent, on est reçu, mais vraiment très mal. Et il nous dit, ben, attends, on arrive là à dire, ah viens, j'ai besoin de toi. Et, pardon, ça fait 40 ans, 30 ans, 10 ans que je suis là, tu m'as abandonné, je tombe, salaud, connard. On se croirait de retour dans notre couple. Waouh! Et là, il faut apprendre à négocier, à parler, à lui dire, oui, d'accord, je sais. C'est le plus difficile parce qu'on est l'un et l'autre en même temps. Donc dans un premier temps, on va vivre ces situations-là avec d'autres partenaires qui vont refléter un dialogue intérieur ou une dynamique intérieure. Et le fait d'être familiarisé par des situations extérieures nous permet d'aller encore plus près, dans un jeu de miroir de plus en plus près, et de retrouver cette dynamique entre nous que nous recréions à l'extérieur sans le vouloir. Souvent, on n'y arrive pas.
la première fois. Donc il faut y retourner, y retourner. Souvent, on donne aussi des actes de foi à faire. Notre enseignant, il s'appelle comment? Alejandro. Ah. Pas Jodo, hein, c'est plus simple. Pas Jodo, lui, il parlait d'actes de psychomagie. Nous, enfin, bon, je préfère, c'est mon côté italien, le Vatican, acte de foi. Mais bon, c'est la même chose. Je trouve que c'est plus doux, acte de foi. Et puis, il a effectivement un acte de foi de croire en soi. C'est-à-dire que le tarot va nous aider à clarifier ce qui nous manque, va nous faire des miroirs inattendus, va nous proposer une perspective que nous n'avions peut-être pas considérée. Et à partir de là, on peut travailler puisque on va dire que le conscient s'exprime plutôt avec des mots et l'inconscient s'exprime plutôt avec des actions ou des symboles. L'inconscient va faire attention à ça. Du coup, si nous lui proposons un acte en relation avec sa blessure ou ce qui a émergé, l'inconscient peut commencer à se guérir, peut commencer à se remettre à l'endroit, à creuser un nouveau sillon. Et dans l'acte de foi, ce qu'il est important aussi, que c'est à cet instant, on met une première pierre, hein, c'est plutôt de partir à dire « Ah, salut, j'ai besoin de toi, tu me manques. » C'est par cet acte de foi, on crée une puissance énergétique telle. Parce que un de nos enseignants, Père Richard Moss, il nous enseignait qu'on ne peut pas guérir la blessure avec la même quantité d'énergie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on crée une énergie plus grande, l'acte de foi, et que par ce biais-là, en créant cet acte-là, on peut créer quand on pousse sur, voilà, et qui fait qu'à cet instant, on peut créer cette énergie qui va déplacer quelque chose et qu'on peut se connecter à cet enfant et pouvoir lui expliquer que j'ai besoin de toi, qu'aujourd'hui, je suis prêt à te défendre. Aujourd'hui, moi-même, je suis adulte. Donc, je vais te défendre. Je suis apte à te protéger et je te protégerai. Et je suis là. Et tout ce discours-là, il va l'amener à petit à dire oui, je viens avec toi. Et ça, nous, on le fait avec le tarot. Ici, dans la perspective de l'hypnose, ce serait une personne qui viendrait, qui serait bloquée dans sa tête par rapport à quelque chose dans son travail, en créant un état modifié de conscience, une transe, la personne a accès à une plus grande énergie, une plus grande palette, un plus grand accès à ses ressources, et peut donc aller puiser une sécurité qu'elle n'avait pas quand elle était dans sa tête, ou une clarté qu'elle n'avait pas quand elle était dans une perspective limitée, ou une volonté, un désir que peut-être un conflit mental paralysé que Satiré a eu et Adia entre deux perspectives. Elle peut accéder à un plus grand réservoir de possibilités. Elle va souvent trouver dans la carte même un symbole, une partie de la carte. Par exemple, si elle est fascinée par la cuirasse de ce personnage, on peut lui faire travailler par le fait de poser son armure, de poser ses besoins d'approbation, de sécurité, ses besoins de contrôle, et se mettre un peu plus à nu. Parce que ça, c'est un personnage assez harnaché, assez cuirassé. Et ça va lui donner des ressources nouvelles. Cette arcane, elle est complexe, très complexe, parce qu'on a des personnages en haut et en bas qui sont pas les mêmes.
on ne pourra pas vous les expliquer tous parce que ça nous prendrait tout notre temps. Hein. Donc, on fait réellement, on passe dans la partie la plus forte. Et la partie la plus forte, ici, c'est soit les deux chevaux, comme tu as dit, un il va à Dia, et à Dia, et l'autre, ici en haut, on a 3 visages. Et nous renseigne du processus qu'on est en train de faire. Le visage, la lune, le soleil et l'humain, c'est-à-dire hier, aujourd'hui et demain. Tout le processus est là. Alors quand une personne rencontre une carte, elle ne connaît pas les symboles, elle ne connaît pas, elle n'a aucune idée de tout ça, mais par contre, elle va être attirée par ce visage-là, par celui-là, par le cheveu de droite ou le cheveu de gauche. Et nous qui connaissons le sens des symboles, nous allons pouvoir voir où se situe la problématique parce que d'une façon magique, l'inconscient sait consciemment ou inconsciemment où se trouve la problématique et la résolution de la problématique. C'est comme si le symbolisme était un langage direct avec l'inconscient qui court-circuitait notre connaissance culturelle ou consciente. D'où notre titre « accompagnateur ». Parce que notre rôle, à cet instant, c'est de l'accompagner au plus près de là où il ne faut pas y aller, bien entendu. Et dire, oui, tu peux, on peut y aller, on est là, je suis là, t'en fais pas, et bien, hop, etc. On va accélérer un peu. C'était le 8. Mathias, il vous a expliqué un peu avant. Hein. Cette carte, sa particularité est qu'elle regarde en face. Et effectivement, quand on se met en route dans un processus, la première chose qui monte, qui fait qu'on commence à regarder en face, à se regarder en face, et à regarder en face l'autre, et à comprendre, alors, ça, et avoir la vérité. Ça signifie que vous devez avoir l'honnêteté de voir ce que vous n'arrivez pas à regarder en face. Et ça diffère suivant les gens. Un jour, j'ai travaillé avec quelqu'un qui travaillait dans les commandos. C'était un gars, son métier, c'était d'aller dans des ambassades d'Afrique, de récupérer des documents parmi les tirs et tout ça. Alors, le gars, il sautait en parachute, comme vous et moi, on va acheter un croissant. Et s'il est venu, c'est parce qu'il avait peur. Il est venu avec sa femme et il avait peur de lui dire « je t'aime ». Et alors, c'était incroyable. C'était incroyable parce que c'était sa peur à lui. Et alors là, il était comme un petit enfant, il était tout crispé et tout, là, une baraque en plus. Et dans la carte de la justice, ce serait de regarder en face ce qui nous fait peur. Et pour chacun de nous, c'est unique, c'est particulier. À part peut-être la peur de la mort, qui doit être partagée un peu. L'arcade qui suit, c'est l'arcade 9, c'est l'ermite. C'est quoi? L'ermite, c'est nous qu'on est en quête. En quête de quoi? Je veux devenir riche, je veux être plus beau, un peu plus jeune, un peu plus vieux, je ne sais pas. C'est pas ça. C'est que ça veut dire que un jour, j'ai pris conscience que ce que je cherche, et c'est le geste qu'il fait, lui, avec la petite lampe, là, si vous regardez bien, il a la lampe, mais il la cache un peu aussi, comme si il a compris que ce qu'il a regardé, il n'est plus en dehors de lui, mais dans son intérieur. Et c'est pour ça que, pour ceux qui t'y connaissent, ils disent, mais j'ai l'impression qu'il fait un pas avant et trois pas arrière. Oui, effectivement, parce que tout d'un coup, il a pris conscience qu'il a quelque chose, qu'il est plus ouvert. Allez, c'est par où le chemin pour aller au paradis? Bon, ah, c'est par où? Non. Maintenant, il ne le demande plus. Il a pris conscience que là où mettra ses pas, c'est son chemin. C'est énorme, ça. Bon, on arrive à 10. La roue de fortune. Ah, c'est ici, elle est magique. Parce qu'elles sont tous magiques. Hein. Pour moi,
dans le processus mythologique, on passe de arcane en arcane. On ne dit pas carte, on dit arcane, parce que c'est le secret, de secret en secret. Et puis franchement, ça fait plus mystérieux. À cet instant, il faut que je... C'est plus mystérieux. Je crois que, généralement, les deux personnages en bas, ils sont compris et vite compris. Le personnage qui n'est pas compris, c'est celui d'en haut. Ben, tout le monde dit, mais il est horrible, il n'est pas bien, il n'est pas ci, il est là. Bon. En réalité, c'est ce personnage-là qui est là, qu'une fois qu'on a été en bas, dans la mine, dans notre mine, hein, on remonte en haut, et à cet instant, pour se libérer, c'est ce personnage, c'est Sphinx, qui est là, que par son épée, il va nous libérer. Et dans le même temps, il nous parle aussi, parce qu'on croit que ce qu'on a à faire, c'est de courir de plus en plus vite, de faire. Si vous regardez bien, sa planche, elle est mise de façon telle que la roue, elle ne bouge pas. Ça veut dire quoi donc? Que je n'ai pas à courir, j'ai juste à me regarder. Et donc, à cet instant, hein, ce personnage-là, fait d'animal et humain, il est là pour nous libérer. Alors là, ça peut paraître être des symboles, un apprentissage du symbolisme, mais quand il y a une interaction avec une personne qui a besoin de se poser et de se regarder soi, le fait de rencontrer cette carte et qu'elle corresponde par une synchronicité, une coïncidence étrange qui se répète à chaque fois, qu'elle corresponde à ce dont nous avons besoin au moment T pour rencontrer ce qui est difficile pour nous, ça donne un effet puissant qui nous marque parce que il y a une partie de dialogue conscient et il y a une partie où ce symbole va nous impacter plus directement, plus profondément, plus inconsciemment. On va s'en souvenir, ou on va s'en rappeler, ou ça va nous travailler. On va jusqu'au diable, ou on va... parce qu'après il y aura tant de questions-réponses. C'est comme vous voulez, on peut le faire tout, ou on peut arrêter là et on fait des questions-réponses. Mais avant ça, on avait un jeu aussi à vous faire. C'était comme... je ne sais plus où est-ce qu'on en est. Je l'ai pris, je l'apprends, mais je vais accélérer un peu. Parce que cette carte, elle est formidable. Elle a deux aspects forts, en haut et en bas. En bas, je ne vous en parle pas, ça nous amènerait dans beaucoup de choses. Je vous parle en haut. En haut, c'est simple, parce que ça va nous parler clairement. Si vous regardez bien, il a là une ligne. Toc. Par ce geste, il nous indique que si tu veux faire le processus, tu dois couper la tête. Attention, je ne suis pas en train, c'est pas Daesh, c'est pas le tarot, c'est pas Daesh. C'est de couper notre intellect, le laisser, l'abandonner et dire ok. Le travail à faire, ce n'est pas un travail de force, c'est un autre travail. On ne vous le dira pas. C'est bien que vous aussi, si vous avez un tarot, vous prenez cette carte et vous la regardez bien. Sachant que si je dois couper la tête, qu'est-ce que j'ai à faire en bas? Quel est le processus que je dois mettre en route pour ouvrir la gueule du lion? Même si on se met à 4 ou 5 ou à 10 ou à 30, ouvrir une gueule de lion, croyez-moi, c'est pas... Donc, c'est un autre processus. Vous pouvez parler de 12 ? On avance un peu plus vite. Oui. Tu veux qu'on aille jusqu'au diable ou tu veux aller faire toute la série on va jusqu'au 16. Ok.
Le 12, c'est plus un processus de gestation. C'est-à-dire qu'il est retourné un petit peu comme un enfant quand il est sur le point de naître. Et c'est plus une descente à l'intérieur de soi-même, puisque à un moment, il va y avoir des parallèles entre accoucher et accoucher de soi. Ça va être une exploration où on va naître de nouveau, on va renaître, on va être enceint de soi, on va être enceint de notre moi authentique. Et on va traverser ce qui nous voilait à nous-mêmes. Il faut être honnête, c'est très bien dit, mais ce n'est pas évident parce qu'on est attaché. Mais là, dans un autre sens, on est attaché à qui on est. Ah, mais moi, je suis cela. Ah, moi, je fais ça. Je suis seul, je le dis, je pense, je crois. Je sors ma carte d'identité, je suis... Et donc, ce n'est pas facile de le faire dire, mais c'est exactement ça que tu dois lâcher, abandonner. Et il ne veut pas y aller. Il ne veut pas y aller. Et pour cause. Parce que cette carte, il dit, bienvenue à bord. Et là, tu dois. Les gens parlent de mort, mais ce n'est pas une mort physique. Hein. C'est juste, comme je vous ai dit au début, cette initiation dure 3 jours et ils parlent tous de mort et renaissance. Là, on est dans cette mort. C'est une mort avec une renaissance après. Donc, c'est pas... C'est pas grave, ça va. C'était juste qu'il faut le savoir que, bon, on ne meurt pas. On a juste l'impression, ouais. Juste, il faut qu'on plonge dedans. On plonge et qu'on aille danser. C'est pas évident d'aller danser, de transformer. C'est ce qu'elle fait. Elle transforme. C'est la carte qui nous a inspiré d'allier tarot et danse, c'est-à-dire un processus de clarification et un processus d'intégration de toutes les nœuds, les difficultés dans un mouvement qui permet de les transformer. Tous les arcanes, elles sont des arcanes alchimiques. Mais celle-ci, elle est la plus évidente pour tous. Parce qu'elle parle de mettre ensemble et de transformer. Mettre ensemble le contraire, les transformer et ouvrir son cœur avec un esprit de clairvoyance et incarner qui on est. Waouh! Là, je vous ai fait chaud. Et dans le temps, si vous regardez bien en bas, il y a une espèce de serpent et il fait appel à la Kundalini, à la montée de l'énergie en soi, en nous. Et donc, nous, on a trouvé que c'est que par la danse que ce processus, il est actif. Et on peut l'activer, c'est très facile. Beaucoup de gens aiment la danse, la musique, et quand on propose ça, ils y vont à fond et c'est formidable. Alors c'est une danse libre, des musiques qui vont nous inviter à bouger et qui vont nous inviter à mettre en mouvement ce qui est bloqué là-haut, là, les structures. Et à un moment, au bout de 10, 20, 15 minutes, quelque chose se débloque et s'ouvre. Et une nouvelle perspective, quand on va de nouveau regarder la carte, une nouvelle perspective apparaît et qu'on peut intégrer. Ah, voilà notre ami. Ça, c'est celui qu'on essaye de fuir toute notre vie. On s'approche de la sortie du ventre de la baleine. Et dans le même temps, je me rappelle un film de Woody Allen qu'il essayait de fuir sa mère. Et plus il la fuyait, plus dans le ciel de Manhattan,
il avait le sein de sa mère qui devenait de plus en plus grande. Il n'en pouvait plus, c'était vraiment horrible, horrible. Et ça, c'est la même chose. Plus on veut le fuir, et plus il nous accroche, et il nous maintient, et on est prisonnier. La question, elle devient, comment faire? Comment faire? C'est le rencontrer. Le rencontrer. Lui parler. Mais pas le rencontrer comme qu'ils ont fait beaucoup de grands poètes, écrivains, pour se vendre à lui. Le rencontrer pour lui dire, non, non, mon coco, c'est toi que tu dois te mettre à mon service. Parce que lui, il a quelque chose qu'on a besoin. Nous, on a un corps. Admettons que je sois, moi, une voiture, une Ferrari, par hasard, hein, je n'ai pas pris autre chose, une Ferrari. Mais à quoi ça me sert d'être une Ferrari si je n'ai pas d'essence? Je vais la garder là, la toucher, dire, qu'est-ce que c'est? Lui, c'est l'essence. Lui, c'est l'énergie qu'il va nous donner la force de porter tous nos projets de vie. Et sans lui, soit on reste prisonnier et c'est foutu, soit on deal, on lui parle et dit « je veux que tu te mets à mon service ». Et là, il a une vraie bataille parce qu'on parle du diable, mais on le porte en nous, il est en nous. Et c'est entre nous et lui demander de se mettre à notre service. Entre autres, on l'appelle diable, mais on peut appeler aussi ego. Et là, ça parle à tous. On n'est plus dans la religion. Et notre ego, en plus, c'est comme un enfant. Plus on le structure, plus on lui donne des bases, plus on arrive à... Je ne sais pas le mot juste, appliquer, lui donner, structurer. Enfin, bon, là, on entre beaucoup de choses, mais plus on arrive à l'élever, il va se sentir bien. Plus on va le laisser faire, plus il va être perdu, paumé, et ça va être terrible. Donc, plus l'ego, on le tient, et on dit, oui, ok, c'est toi que tu te mets à mon service. Et là, il entre en scène un autre aspect de nous-mêmes, notre divinité. Mais avant d'arriver à la divinité, encore, il faut entendre ou lire William Reich. On n'en parle plus, mais à mon époque, en 68, on parlait de lui, William Reich. C'était le premier qui avait fait un parallèle entre les tensions qu'il y avait dans le corps et nos névroses et nos structures mentales crispées. Et du coup, il avait vu que ces tensions dans le corps, à chaque structure mentale correspondait à une tension, et que ces tensions, ensemble, formaient une cuirasse qui nous maintenait dans une rigidité, une raideur plus ou moins grande, plus ou moins visible, voilà, et qui nous empêchait de nous vivre organiquement, de nous vivre sensoriellement, librement. Alors cette carte-là, vous voyez, alors, attendez, je vais montrer. Les briques sont de couleur chair. On pourrait se représenter que ici c'est le corps qui est parcouru de tensions, qui est traversé par une énergie plus grande. Alors ça peut être l'énergie de la danse, ça peut être l'énergie de quand vous skiez, ça peut être l'énergie de quand vous faites l'amour, ça peut être l'énergie de quand vous faites un stage de méditation de 10 jours. Ah oui, ça oui. Ça peut être beaucoup d'énergie, mais qu'une fois que cette énergie traverse le corps, en sortent deux êtres humains. Oui, mais c'est une énergie qui peut porter d'autres noms. Moi, je lui donne un nom à moi, mais je ne vous oblige pas d'utiliser le même mot. C'est une énergie divine. On est au niveau du chakra de la couronne. L'énergie divine est là. Elle ne force pas. Si vous regardez bien, la couronne, elle s'ouvre par elle-même. Elle est prête.
Et la structure, elle tombe, elle doit boum, tomber. C'est formidable. Alors, et ça c'est la sortie du ventre de la baleine, c'est-à-dire que toutes les cartes précédemment évoquées nous font travailler des choses difficiles, compliquées, douloureuses, limitantes, etc. Et à partir de cette étape-là, on sort dans une autre... on a une autre perspective sur le monde. On est dans un autre monde, qui est un monde où des éléments cosmiques vont apparaître et les limitations précédentes vont s'ouvrir de plus en plus d'une façon extatique ou bénéfique. Voilà. Apparaître. Quand l'enfant apparaît, et pas de moi. Et quand la structure tombe, tout le monde dit « Oh, mais c'est horrible, je vais perdre tout. » Oh, oui, peut-être. Mais peut-être pas. Voilà ce qu'on gagne. Voilà ce qu'il apparaît. À cet instant, effectivement, notre humain, notre spiritualité, notre divin à nous. Et là, on est dans un espace, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Moi, j'utilise mes moi, lui utilise pas les siennes, mais vous utilisez les vôtres. Mais on parle de la même chose, de divin en nous. Et quand ça apparaît, c'est ça. Regardez bien, il a un genou par terre. Regardez bien, elle est pleine. Elle n'est pas enceinte, ou elle est pleine d'une force vive, d'une spiritualité. Regardez bien, elle verse toute son énergie d'amour, de vie. Elle donne. Elle est la source même. Entre autres, j'en suis pas sûr à 100%, mais des auteurs, ils donnent le mot « l'étoile » comme un vieux François, que ça veut dire la source. Et effectivement, elle est source. Parce qu'il y a même un jeu de mots, enfin, c'est écrit d'une façon particulière, c'est le Toul. Et donc Toulouse, Toulon, c'était des endroits où il y avait des sources. Voilà. On peut le lire de deux manières. Il y a plein de langage des oiseaux, de jeux de mots, de symboles cachés. Enfin, c'est une vraie fourmilière. Mais ce qu'il est vrai, c'est qu'elle, oui, elle est source d'amour. Elle est source parce qu'elle donne. Et elle ne compte pas. Donc, jusque-là, on a travaillé sur quelque chose qui est l'âme. L'âme, vous prenez le sens jungien du terme. Ça me convient parfaitement. Vous allez sur Wikipédia ou autre info, vous trouverez et ça me va. C'était l'âme. Et donc cette carte dit, ok, je suis là. Et dans le même temps, elle annonce un monde d'un autre niveau spirituel, beaucoup plus grand, où effectivement il a 18, la lune, et qui dit lune, il appelle tout de suite le soleil. Et 19. Ils sont là, ils vont ensemble. Mais alors, de quoi il parle? Je vais vous dire, en gros, ce qu'il parle de l'inconscient féminin et du masculin, et de leur rencontre. Il y a un type qui l'a dit que la Lune est le rendez-vous avec le Soleil, et qu'ils ne se sont pas retrouvés. Dans le tarot, ça c'est le grand secret, ils se sont retrouvés. Ils se sont retrouvés, ils sont là. Ça, en bas, cette crevice, tu veux dire? Non, vas-y, j'en prie. Vas-y. Elle apporte des perles, dans ses pinces, elle a des perles. Et le symbolisme qu'on y avait vu, c'était le trésor de notre inconscient. C'est-à-dire que on traverse beaucoup de peurs, beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés, beaucoup de confusion, et chacune de ces descentes aux enfers, on rapporte un trophée.
moi j'étais particulièrement confus, je suis beaucoup plus clair maintenant. Si vous étiez particulièrement fermé émotionnellement, vous devenez beaucoup plus ouvert que la moyenne des gens émotionnellement. Ce qui auparavant était votre talon d'Achille devient votre point fort. Et du coup, vous récoltez les perles de votre inconscient. La dimension mythologique du tarot dans ces deux arcanes, elle est claire dans le sens qu'elle dit à ce stade, hein, j'ai plus à rencontrer en moi l'homme et la femme, d'où je viens, etc. Mais je vais faire une alliance avec ciel et terre, parce qu'ils sont tous les deux astres. Et donc, c'est cette alliance qui va être mise en avant. Et c'est cette vision. Bien sûr qu'on peut y voir aussi l'inconscient, notre inconscient. C'est une carte très féminine. Et on peut voir la relation qui se fait avec, sur le signe du père. Mais c'est plus un père papa, c'est un père beaucoup plus dans une autre dimension qui nous invite à la réconciliation, à se rencontrer. Et si vous regardez bien les deux personnages, un il touche à la nuque et l'autre il touche au cœur. Et pourquoi? Est-ce que vous pouvez me dire un mot? Est-ce que vous... Allez-y, dites. Pourquoi l'un il touche ici et l'autre il touche là? Qu'est-ce qui se passe par ce geste? Penser avec le cœur qui permet la nuque, c'est plus le père qui toucherait la personne, c'est plus un geste comme ça, paternel, de protection. Oui, oui. Et le cœur, eh ben, c'est la dévotion, c'est l'amour à l'autre, en fait. Oui, oui, oui. D'autres idées? Allez-y, non? Bon. Ce que tu dis est exact, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, bien sûr, non. Mais c'est que quand on touche ici, hein, là, et c'est les deux, bien sûr, là c'est notre masculin et féminin qui se rencontrent. Un, il touche la nuque, qui est, si vous voulez, la source de toutes nos peurs les plus anciennes, les plus ancestrales. C'est là où va se trouver le cervelet, notre cerveau reptilien. Ouais. Alors, un petit truc, si vous avez une bataille dans votre couple, et que l'autre est tendu comme ça parce que vous lui avez parlé de la vaisselle, vous pouvez lui caresser la nuque. Ah. Et ça va détendre les choses. La personne va retrouver une sécurité. Elle va tout va bien, je ne suis pas en danger de mort. Exact. Et à cet instant, il pourra, parce que les deux, ils fonctionnent ensemble. L'un, il touche ici, il calme les peurs par ce geste, et l'autre, il touche le cœur. Donc, ils peuvent, à cet instant, entrer en communication. Je calme tes peurs, je t'ouvre ton cœur, et on se rencontre. Et on se rencontre. Là, c'est une renaissance. Notre battleur, il est arrivé au bout, et là, il est dans une nouvelle renaissance. Et vous regardez bien qu'il est accueilli par une femme et un homme, par un père et une mère. Mais ce qui compte encore plus, c'est que l'ange, il est en communication avec lui. Il a entendu le message d'en haut et il est rené. Je vais vous faire voir. Il a là un drapeau avec 4 carrés. Au fait, c'est le processus, il se fait avec l'as de denier, la terre, l'épée, l'air, la coupe, l'émotionnel,
les 4 éléments, exact. Et le bâton, le feu. Donc, toute cette énergie, elles ont été continuellement là. Et elles nous ont donné leur force pour avancer. Donc, ce personnage-là, il se met debout. Il entend le message. Et le tarot, il se termine avec cet arcane qu'on appelle le monde. La surprise, c'est tout d'un coup, tiens, une femme. On les avait oubliés, parce qu'elle est là, elle c'était où? Voilà. Alors dans cette carte qui est un symbole de réalisation, il y a une union du féminin et du masculin, des dimensions spirituelles et des dimensions matérielles, des dimensions sexuelles, des dimensions intellectuelles, des dimensions corporelles, des dimensions émotionnelles. Il y a une véritable harmonisation de toutes nos facettes. C'est un symbole de ça. Voilà. Donc évidemment, on y arrive en quelques mois, festoche. Oui. Mais il faut s'y mettre. Même, on peut faire ça en accéléré en 3 jours. Voilà. Donc, au fait, c'est le voyage de toute une vie. Hein. Parce que les gens disent, oui, mais alors je dois travailler. Oui, alors. Mais qu'est-ce que tu as d'autre à faire que t'occuper de toi et évoluer, avancer? Certaines fois, ce n'est pas tout à fait pris en compte, cette histoire-là. On vous a fait voir la dimension mythologique. On s'est inspiré d'un monsieur qui est disparu depuis très longtemps, qui a écrit un livre, Les 1001 visages du héros, le voyage du héros. Je parle de Joseph Campbell. C'est un monsieur formidable. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite, honnêtement, on n'a pas aucun intérêt. On ne nous donne rien si on vous dit, lisez ce monsieur parce qu'il en veut la peine. La famille nous donne à peine 10% sur les ventes. C'est vraiment pas grand-chose, c'est pratiquement rien. Pour un tarot, on vous conseille celui de Jodorowsky Camoin, qui est un très bon tarot pour commencer. Oui. Ouais. Et voilà, je crois. Pour le recouvrement de l'âme aux dames, on a rencontré et lu le livre de Susan Ingerman. Susan Ingerman, voilà. Sur le recouvrement d'âme, elle est formidable. C'est une Américaine qui a fait un travail formidable, exceptionnel même. Pour le travail sur l'enfant intérieur, il y a tout plein de... Il y a une série de livres, je vous recommande John Bradshaw, Margaret Paul. Alice Miller aussi. Alors Alice Miller, c'est un petit peu plus rentre dedans, je vous préviens, ça décape un peu. Là, on va dans le ventre de la baleine, hein, pour de bon. Mais par contre, notre perspective en est changée. Si vous lisez un livre qui s'appelle « C'est pour ton bien », vous aurez une vision changée de l'être humain, je vous préviens. Si vous voulez, on vous met les cartes là, je les mélange. Et s'il y en a un qui ose venir là, en prendre une, et vous nous direz, ça c'est... C'est une qui est la plus courageuse. Une ou un ou deux. Bonjour. Bonjour Dominique. Tu t'appelles comment? Dominique. Dominique. Merci Dominique. Ouais. Fais ce que tu veux. Tais-toi. Tu tires. Alors, généralement,
Les gens viennent, est-ce qu'il faut que je prenne avec la main gauche, droite, le pied à l'air? Moi, je m'en fous, fais comme tu sens. C'est ton histoire, tu es la productrice, la réalisatrice, la star, le réalisateur, la femme de ménage, ou l'homme de ménage, tu es tout. Tu es tout, la production tout entière. C'est toi. C'est super, tous à la fois. Regarde-la, elle est à toi. Bah, je suis moi, la pas peur. Alors l'héroïne, Oui. voilà. Regarde-la bien. Oui. Alors est-ce que pour travailler sur la dimension de miroir, est-ce que tu peux nous dire ce que tu vois, toi, alors personnellement, dans cette carte? Je fais que travailler. Hein? Je travaille. Tu travailles, tu fais travailles. que travailler. Oui. Tu vois l'activité de ce battleur, tu le vois en plein travail. Oui. Dans la création aussi. Oui. En même temps, il est ailleurs. Il est ailleurs. Formidable. Merci, Dominique. Reste là, reste là. C'est bien. Vous avez entendu. Il travaille, il fait que travailler, et il est ailleurs. Je ne veux pas entrer dans une dimension qu'on s'occupe de toi, mais vois que par ces mots-là, tu nous as donné assez d'informations pour travailler au moins un mois. Un mois. Un mois, sinon un an. Et moi. Un mois. D'accord. Ouais. Donc, Il y a du boulot, quoi. Bon. non, Non. reviens, Alors, Ouais. reviens, D'accord. reviens. J'y suis. Ailleurs, Mm. reviens. dans ta... Cette carte, elle te représente, c'est toi. Mm. Ça veut dire que si tu, plutôt que dire elle ou il est, tu dis je suis. Mm. Si tu dis je suis, c'est-à-dire je suis ailleurs. La question est où tu es. Non, mais Même, alors, on ne va pas faire trop ici parce que ce n'est pas trop l'autre ce que je veux qu'on prenne en compte. L'autre perspective que tu mets toujours en avant, c'est le travail. Même pour t'aborder, tu dis, allez, il y a du boulot. Oui. C'est-à-dire que même cette exploration, ce voyage, serait du travail. Oui, sur moi. Voilà, du boulot. Et bien c'est cette perspective-là où tu es divisé. C'est-à-dire que tu as une perspective où tu es ailleurs, et c'est là où tu es réellement, peut-être à aller te récupérer là-bas. Et là où tu te fuis, c'est dans le travail. Je suis consciente de ça, Ouais. oui, depuis longtemps. Donc ce sera ça. Ok. Ouais, voilà. Excuse-moi. Non. Attends, on n'est pas là pour faire la boule. Hein. non, Ça, non. quand tu nous dis ça, c'est pas la boule de cristal qui fait qu'on a vu dedans. Non, c'est juste, voilà, l'arcane, elle t'a amené, tes mots, ils t'ont amené à Oui, te c'est bien, rencontrer là où tu es. Oui, C'était je vais pas bien avec plus. ça, j'ai Voilà. pas de problème. Oui, non, tu vois, parce que dire, oui, je le sais, mais on ne veut pas te faire voir qu'on a compris. Non, c'est juste, tu es là où tu dois être, et tu as été directement. Ce que je peux te dire, si tu as un jeu, tu prends cette carte-là, et pendant une semaine, Oui. tu la mets sur ton coussin. Si ça te dérange, ça, tu peux le couper aussi. Sous mon oreiller, oui. Au montage, sur ton oreiller, excuse-moi. Non. Et là, tu vois quels sont les rêves que tu vas avoir. De quoi, le lendemain, quand tu te réveilleras, est-ce que les rêves que tu as eus, est-ce qu'ils sont différents de ceux que tu as d'habitude? Est-ce qu'ils te parlent d'autre chose que ce dont tu as? Si tu te rappelles de tes rêves, si tu vois, etc. Hein? Voilà. Voilà. À toi de voir, si tu veux, tous les écrits, si tu veux, tu les donnes Oui. à Cyril, qui nous les passera, et on te dira, oh, tu viens nous voir. On est tous les mardis soirs dans le 14e. Mais ça, bon, D'accord. Merci de l'enseignement. voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Est-ce qu'il y en a un autre, allez, un homme ou une femme courageux? Peut-être des questions. Peut-être des Oui. questions, parce qu'on a beaucoup de... Oui. Et après, on passe. Aux questions.
Un homme. Ok, un homme, bah oui. Regarde-la bien. On a l'habitude de dire que les arcanes parlent. Mais au fait, quand on dit qu'elles parlent, c'est parce que tout d'un coup, notre œil, il va être attiré soit par la numérologie, soit par le nom, soit par les couleurs, ou un personnage, ou un geste. Donc, si tu veux, regarde-la bien et vois de quoi elle te parle. Et après, libre à toi de nous dire ce que tu sens. C'est un personnage qui s'ennuie, Oui. mais qui a tout pouvoir sur toute chose. Un personnage qui s'ennuie et qui a tout le pouvoir sur toute chose. C'est formidable, hein? Mais il y a un détail qui Oui. me perturbe, c'est cette petite herbe Oui. qui pousse innocemment sur le côté gauche. Ça, c'est quand même vraiment un détail incroyable. Alors, c'est là où, quand quelqu'un va regarder une carte et va la décrire, parce que là, c'est qu'un début de description, là, vous allez voir que la personne ne voit pas du tout la même chose que vous, et notamment va remarquer des... Théo. Voilà, Théo va remarquer des détails que vous n'auriez pas remarqué, mais vous étiez beaucoup plus intéressé par la forme du sceptre ou quelque chose comme ça. Alors, ici, je crois qu'il y a une opposition entre une petite herbe qui pousse, l'air de rien, dans le bas, et qui représenterait plutôt des forces de la nature, des forces inconscientes qui sont en train de pousser, de perturber, et des forces dans le haut qui, elles, ont le contrôle sur les choses, maîtrisent les choses, mais s'ennuient. Oui, quelqu'un t'a trahi, c'est une amie. Ça, c'est toujours une amie qui trahit. C'est toujours les amis qui font ce qu'ils disent. Alors la Théo sourit parce qu'on s'est trompé, et du coup, parce que le tarot s'est trompé. Et du coup, ça nous permet de voir notre dynamique tout de suite, très très simplement. Le tarot, c'est notre ligne directe. Autrefois, désolé de vous rappeler autrefois, entre Moscou et Washington, il avait le téléphone rouge. Alors, est-ce que vous faites la guerre? Avant, ils te les jetaient pour leur gueule. Et là, est-ce que tu vas faire? Mais non, écoute-moi, on va discuter. Ça, c'est la même chose. C'est notre ligne directe. Avec notre inconscient. La puissance du tarot. C'est que vraiment, et on ne triche pas là. On croit de dire un mot ou un geste qui fait que... Et puis, bon, les accompagnateurs, ils sont là pour dire, oui, certes, mais... Et si c'était ça, après, c'est à toi ou à vous de le valider. Et c'est là que ça devient intéressant, cette ligne directe entre toi-même, toi et toi, ton inconscient et toi. Donc si tu avais un acte de foi à faire, ce serait quelque chose avec la nature. Oui. Tout ce qui est de l'ordre de passer du temps dans la nature, rencontrer la nature, animaux ou plantes, ça c'est du bon pour toi. Je ne sais pas si c'est cette nature-là, mais c'est toujours bon à prendre aussi. Oui, oui. Merci. Merci à toi. Si on embraye, Oui. si vous savez... Est-ce que vous avez des questions? On avait espéré terminer un peu plus tôt pour que vous ayez le temps de poser des questions. Ne vous en faites pas. Généralement, dès qu'on demande qui veut prendre la parole, ou est-ce qu'il y a une question, il y a un silence qui se fait. Mais oui, voilà. Est-ce que tu peux définir un peu plus le transpersonnel? Oui. Le tarot, c'est un outil transpersonnel, c'est-à-dire qu'il englobe tout. Mathias, il me le reproche parfois. Il dit, oui, mais alors, le psychologique, le chamanique, le spirituel, tu les mets tous ensemble. Et je dis, oui. Parce que, personnellement, je suis dans une démarche transpersonnelle. C'est-à-dire que
j'englobe tout. Et ça, je n'ai pas inventé moi, c'est le tarot. Ils ont mis les numéros romains en haut. Hein. Il a le 20, le 19. Ils ne sont pas écrits, pas le 20, ça c'est écrit de cette façon. Le 19, le 18, et ça ne s'écrit pas de cette façon-là. Ça s'écrit différemment. Dans le tarot, ceux qui l'ont voulu et qui l'ont fait, ils l'ont voulu englober, ils n'ont pas voulu enlever. Parce que pour faire la 19, tu mets les deux X plus un bâtonnet. Et c'est le 19. Nous, quand je dis nous, le tarot, on augmente. À chaque fois, on englobe. À chaque fois, on dit oui, tu es le bienvenu. Pour moi, cette vision du tarot, c'est une vision transpersonnelle. On englobe. C'est-à-dire, j'ai l'habitude de dire qu'il a eu Freud, papa, maman et moi. Il a eu Jung, papa, maman, moi, et l'inconscient collectif. Et il a le spirituel qui englobe tout. Et moi, je suis dans cette démarche-là. Certaines fois, on se frotte un peu, hein, parce que lui, il est à peu près dans ça, mais il est très différent. Si tu veux. Oui. Dans les années 60-70, il y a eu des mouvements qui visaient au-delà du personnel, c'est-à-dire au-delà de cette sphère freudienne, papa, maman et moi, et qui pensaient qu'il y avait des dimensions thérapeutiques à connecter au-delà de soi, au-delà plutôt de l'ego. Et il y a eu tout un ensemble de méthodes qui permettaient de s'y connecter. Alors c'est surtout Stanislas Grof qui était le représentant de ça, avec la respiration holotropique, etc. Donc il était question d'atteindre un état modifié de conscience, et par cet état modifié de conscience, de se guérir d'une blessure, et pas seulement intellectuellement en l'analysant, parce que ça avait beaucoup moins de puissance, ça avait beaucoup moins d'énergie. Autrefois, il avait toujours pour te répondre, c'est que les gens, ils pensaient qu'il fallait être médecin, psychiatre, psychologue, qu'il fallait être ça et ça pour pouvoir faire ça. Dans le mouvement transpersonnel, il est ouvert à tous, même à nous. Et on a fait des stages qu'on a donnés en Italie, en France, dans le mouvement transpersonnel. Parce qu'ils pensent, et c'est juste, qu'on peut englober toute la société et toute personne, homme ou femme, qui a quelque chose à dire, qui peut apporter un plus à la vie. Voilà. Oui. Alors moi j'ai une petite question sur les symboles qu'il y a sur les cartes. Oui. Je me demandais si c'était les symboles d'origine du premier tarot qui sont différents et quelle importance ça a. Alors notre perspective, c'est plutôt que le tarot, c'est comme un millefeuille. C'est-à-dire qu'à chaque retranscription, au début, il n'y avait pas d'imprimerie, c'était des copistes qui recopiaient les cartes. Alors des fois, ils se trompaient, des fois, ils ajoutaient des choses. Il y a même une version du pendu où... Est-ce que tu peux me trouver le pendu ? Où au lieu d'avoir une série de 10 boutons, il a des pièces qui lui tombent des poches, parce que le copiste qui avait recopié avait cru que c'était pas des boutons, c'était de l'argent qu'il perdait. Bon, il avait ses propres projections sur les cartes. Mais comme par hasard, cette projection-là n'a pas tenu. Il y a quelques tarots avec un pendu qui perd ses pièces, mais ça ne s'est pas... Nous, on pense que l'inconscient collectif n'a pas retenu cette version-là parce qu'en réalité, elle ne correspondait pas à quelque chose de réel. Et que, au fil du temps, on a sélectionné les symboles les plus parlants, ceux qui faisaient le plus d'impact sur les gens, ceux qui nous touchaient le plus. Et on a les différentes transitions ont ajouté des symboles et ont gardé ceux qui parlaient vraiment à notre psyché. Mais il y a des milliers de tarots, des milliers de versions. Voilà. Nous, par la formation, on préfère se référer à celui-là. Qui sont ceux de Jodo Kamoine. Mais ça ne veut pas dire qu'il est le seul. Hein. Vous pouvez... Très très bien. En fait, s'il en a un choix à faire,
choisissez vous-même votre tarot. Soit c'est une amie qui vous l'offrira, soit c'est la vie, etc. Et c'est cela, c'est vous que vous devez valider celui qui est votre tarot. Celui qui vous C'est parle. pas nous. Pour nous, oui. Pour nous, oui. Pour moi, c'est OK. Mais vous, je vous dis, utilisez celui que la vie va vous envoyer. Et si c'est celui-là, on est heureux. Parce qu'après, pour discuter, on va discuter sur les mêmes symboliques, les mêmes couleurs, les mêmes formes. Pour tout le monde, c'est un peu plus difficile. Mais on se retrouve aussi. Même si c'est un peu plus difficile, on se retrouve. On peut vous recommander aussi le tarot d'Osho et le tarot de Crowley, qui sont différentes variantes, facettes, qui peuvent être des bonnes approches. Oui. Est-ce que tous les tarots sont sur la base des signes zodiacaux et sur les différentes constellations? Parce qu'en fin de compte, là, tout à l'heure, on s'apercevait par exemple que le Soleil était au-dessus des Gémeaux, et quand le Soleil est au-dessus des Gémeaux, ça indique l'été. Juste à côté, il y avait la Lune. La Lune était sur la crevette, elle était sur le Scorpion. Et le Scorpion et la Lune, ça fait l'eau. L'eau et l'été, ça fait la fécondité généralement. Oui. Donc est-ce qu'ils sont tous basés comme ça sur les signes zodiacales ou les constellations? Entends bien, oui, mais c'est un peu plus que ça. Parce que le tarot étant un livre qui n'a pas de reliure, avec le temps, les années, les siècles, on a mis un peu d'astrologie, un peu d'hermétisme, un peu d'alchimisme, un peu de... Et chaque siècle, chaque personnage, il a ajouté, et ce qu'il a été validé après. Aujourd'hui, il a celui qui bouge plus, c'est le tarot dit de Marseille. En réalité, c'est un tarot italien. Eh oui. Que les Français, ils nous ont pris. À Marseille, on a récupéré des choses. C'est pas grave, c'est le tarot. C'est le tarot de Marseille. Donc, ce que je veux dire, c'est que chaque siècle, c'est comme une couche qui a été mise, ajoutée. Et ce qui fait la multiplicité, la richesse du tarot, c'est exactement ça. Parce que si je parle d'astrologie, je vais me cantonner dans l'astrologie. On vous a parlé d'alchimie, on vous a parlé aussi d'hermétisme, de psychologie. Et vous voyez, et ça, on peut les englober, toujours les englober, le transpersonnel, les englober, en faire un avec, toujours un. On amène, on a deux, on amène un, on a deux, on amène un. Ce qui fait que beaucoup de gens peuvent reconnaître leur tradition, leur culture, ce qu'ils aiment dans le tarot, parce qu'ils vont dire « Ah, mais ça c'est alchimique, ah, mais ça c'est zodiacal, ah, mais attends, mais ça c'est kabbalistique, ah, mais ça... » Il y a plein de courants, aussi des philosophies platoniciennes, de la numérologie, de langue des oiseaux. Chacun peut trouver un fil qui le mène à s'intéresser à « Ah, tiens... Et tout ça, mis ensemble, ça s'appelle le tarot. C'est tout. Une dernière question? Oui, moi, je ne connais pas grand-chose, merci pour la présentation. Vous l'utilisez après comment? Alors, est-ce que j'ai employé quelques termes, par exemple, des questions que je me pose, est-ce que vous faites une séance de thérapie ou de découverte ou de développement? Et après, est-ce qu'à chaque fois la personne prend par hasard? Est-ce qu'il y a des séries? Voilà. Comment vous l'utilisez? Ça dépend. On vous a fait voir un tout petit aperçu là. Le seul mot que je me permettrai de te dire, c'est par hasard. Personnellement, on croit, mais je dis je, par commodité et par respect de mon ami, je crois que quand je prends cette carte-là, il n'y a pas de hasard. Ou alors je devrais dire que le hasard, c'est un des nombreux noms de Dieu. Ah ben dans ce cas-là, je dis oui.
Mais tu vois, il n'a pas de hasard. Si je vais là, c'est que je dois prendre ça, que je dois rencontrer ça, cette partie de moi que je ne peux pas voir. Alors, après, comment on fait dans une science? Honnêtement, c'est toujours différent. Parce que ça dépend de ce que tu... Quand je dis toi, parce que c'est toi que tu poses la question, en fonction de ta question, en fonction de ton désir, en fonction de tes blocages, en fonction de tout ce que tu es, tu amènes ça, tu vas dire, c'est rien, c'est un mec, il a une jambe pliée, et donc c'est ce que tu vas amener qui va donner la richesse à la soirée et au tarot. Et généralement, on fait ça en groupe et en individuel. Mathias, il fait un tarot individuel. Personnellement, je préfère, parce que c'est ma forme, de le faire en groupe. Et on est les seuls, parce qu'on le fait ensemble aussi, et on est les seuls à utiliser le tarot en travail de groupe. Je vous jure qu'il est formidable, parce qu'en dehors de la richesse de ceux qui accompagnent, on a la richesse de 8, 10, 15, 20 personnes qui vont le voir et réagir de façon tout à fait, et qui vont apporter à la personne qui a dit et qui a pris ça. Donc, par exemple, une amie peut dire « Ah, 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 oui, tout à fait, oui ». Ne venez jamais au tarot avec une très bonne amie qui vous connaît bien, parce que tu peux dire « Non, c'est pas possible ». Et l'autre fait « Oui, oui, c'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ». Donc, il te dévoile. Voilà. Bon, mais là, c'est une blague, c'est pas... Mais donc, c'est différent. Et honnêtement, on n'a pas eu... Parce qu'on est très bavard aussi, mais ce qu'on fait faire quand la personne pose la question au tarot, on lui demande de nous dessiner ce qu'il est sorti de son questionnement. Et par exemple, ça nous est arrivé de demander de nous dessiner la peur. Tu vois, essayer de dessiner la peur. Mais oui, oui, parce que moi, je ne connais pas la tienne ou la sienne, mais toi, tu la connais. Tu sais si elle est dense, si elle est humide, si elle est ici, si elle est là. Et donc, si tu le fais d'instinct, sans te poser trop, tu vas, les gestes, ils viennent par lui-même. On n'a pas ces cartes-là, elles sont plus petites. Et donc, tu vas dessiner ta peur. Formidable. Et il y a différents protocoles on sent un petit peu si on a beaucoup de temps, si on n'a pas beaucoup de temps, suivant comment est la personne. Des fois, il faut un tarot un petit peu plus léger. Des fois, ça demande d'aller plus profondément. C'est en fonction de la situation et de la personne. Il y a plusieurs, pas protocoles, mais plusieurs ouvertures possibles. Pas forcément numéro, parce que des fois, moi j'ai vu, les gens ils ont comme des réussites, mais c'est soit à travers des films et tout, mais c'est parce que je me suis pas intéressé. Et après, là, je vois que c'est plus par hasard. C'est mon mot. Oui. Après, on ne va pas discuter non. aujourd'hui. Là, ça sera un peu long. On va dire, on appelle ça le hasard, et puis vous faites en fonction des disponibilités de ce qui se passe dans le temps qui est prévu. Voilà. La manière dont vous nous l'avez montré là. Voilà. Au fait, on aime bien de faire un dessin, on aime bien que la personne, elle se prenne en main. Bien sûr, c'est pas toujours très facile, parce qu'elle coince sur des endroits où ça fait mal. Et il est vrai que ça dépend aussi de la composition du groupe. Si un soir, un groupe, c'est une chose, quand on fait les week-ends, c'est autre chose. Là, on a tout le temps de créer un autre processus à nous. Mais quand ça dépend du groupe, si c'est des gens qui ont l'habitude de venir, je vous jure que c'est plus facile, c'est plus beau, on va directement là où il faut y aller. C'est un feu d'artifice. Quand on a sur 10, 15 personnes, s'il y en a 5, 6, 7 qui viennent pour la première fois,
et qui n'y connaissent rien et qui sont là par hasard, je rame pour essayer d'amener quelque chose qui fait... On y arrive parce que c'est lui, le tarot, qu'il est formidable. Mais c'est donc, là aussi, la composition du groupe, elle change, elle est importante. Si vous voulez voir ça en direct, vous pouvez venir nous voir les mardis au 7 rue des Bergenquines. On est à l'Atelier du Voyage, c'est à côté du parc Montsouris. Et là, vous aurez des démonstrations en direct, vous verrez comment ça fonctionne concrètement. Ah oui, une chose, la surprise et la rareté, c'est que ce n'est pas payant. Ah oui. Ah oui, ça. Il y a de moins en moins d'endroits et de lieux, c'est pour ça qu'on a aimé venir ici, où on ne paye pas. À 20h. À partir de 20h, oui. Un petit peu en rivalité. Oui, on fait un bras de fer, mais on pense qu'on va gagner, nous. Salut. Tu as fait partir Cyril. Voilà. Bon. Très bien, on n'a pas de cours hypnologie mardi prochain. Donc. Ah, formidable. vous êtes les bienvenus. Ok, c'est bon pour... Est-ce que... Oui. Merci de nous avoir accueillis.